Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau de dimanche en politique. Nous sommes à 9 jours du premier tour des législatives. 28 circonscriptions sont à renouveler en Aquitaine. Aujourd'hui, on s'intéresse à la 4e circonscription de Dordogne qui regroupe principalement la région du Périgord noir. Ils sont 17 candidats à briguer le mandat de député sur cette circonscription appelée aussi celle de Sarlat. C'est aussi celle en Dordogne qui détient le record des postulants. Je le disais, 17 dont les noms s'affichent. Parmi eux, 4 sont sur ce plateau. Jean-Jacques de Peretti, bonjour. Vous êtes candidat d'hiver droite dans cette circonscription. Face à vous, Jérôme Perra. Vous êtes, vous, le candidat LR, UDI et CPNT. Sur ce plateau également, Jacqueline Dubois. Vous êtes la candidate de République En Marche. Et enfin, Émilie Chalard, vous êtes, vous, la candidate de la France Insoumise. Et puis nous sommes aussi en duplex depuis Périgueux avec Benjamin Delrieux. Vous êtes, vous, le candidat du Parti Socialiste. Merci donc à tous les 5. Monsieur de Peretti, vous n'avez pas eu l'investiture des Républicains. Vous avez parrainé Emmanuel Macron. Vous avez été tenté à un moment donné de rejoindre le mouvement. Puis finalement, vous ne l'avez pas fait. Vous avez l'âge où beaucoup de Français sont déjà à la retraite, monsieur de Peretti. Qu'est-ce qui vous pousse à tout prix à être candidat ? Alors d'abord, en ce qui concerne l'investiture, je rappelle qu'au Conseil national, j'ai fait le meilleur score sur le département de la Dordogne et sur ma circonscription. J'ai été le meilleur élu. La deuxième chose, c'est que je n'ai jamais souhaité rejoindre En Marche. En revanche, j'ai dit à Emmanuel Macron que je lui apporterais mon parrainage tout naturellement. Après la défaite d'Alain Juppé et la radicalisation du discours au sein de LR, j'avais d'ailleurs presque failli le quitter au moment où on était passé de l'UMP à LR, j'ai décidé de reprendre ma liberté de mouvement. Qu'est-ce qui me motive ? C'est que je crois qu'il y a un élan fantastique qui a été créé par Emmanuel Macron. Je crois que l'Assemblée va être renouvelée de fond en comble. Et dans ce bouleversement, je pense qu'il faut de temps à autre avoir quand même une certaine expertise. J'ai passé 10 ans au Conseil d'État, qui est un peu la fabrique du droit. Et je pense qu'à la fois les lois, les projets de loi, les propositions de loi devront avoir une application très particulière sur nos territoires ruraux. Tel est l'objet de mon engagement. Bien, alors Jérôme Perra, vous êtes le candidat investi, mais au fond pas celui que Alain Juppé serait venu, s'il était venu en Dordogne, soutenir. Comment vous expliquez le positionnement du maire de Bordeaux ? Je ne suis absolument pas là pour commenter à sa place les positionnements du maire de Bordeaux. Je note qu'il n'est pas venu. Et moi, j'ai l'investiture, effectivement, des Républicains, de l'UDI, d'un certain nombre de personnalités. Puis j'ai surtout, je l'espère, cette investiture du terrain, de l'expérience aussi, du travail sur le terrain. Je crois qu'il se passe autour de nous aujourd'hui des grands changements politiques. Je me sens capable, tout en étant dans ma famille politique, de les accompagner et de permettre aux Périgourdins d'avoir un député à Paris, à l'Assemblée nationale, qui les représente et qui puisse participer aux grandes réformes qui sont nécessaires. Alors, Émilie Chalard, vous êtes la benjamine de ce scrutin, vous avez tout juste 25 ans. Vous portez les couleurs de la France Insoumise, qui est arrivée en tête dans ce département. Ça vous donne une responsabilité supérieure. Et au fond, est-ce que vous ne craignez pas maintenant que le soufflet retombe ? Au fond, maintenant que l'élection ne repose pas sur les épaules de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous n'avez pas cette inquiétude ? Non, pas du tout. Parce que donc, je suis sur le terrain. Quand on va tracter, on remarque qu'il y a toujours cette dynamique qui est présente. Maintenant, les gens, il y a cet espoir-là de continuer avec les législatives. Ils ont voté pour Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles. Et pour eux, maintenant, ils veulent continuer avec ce vote cohérent. Ça reste cette petite lueur d'espoir, en fait, derrière, avec notre programme L'Avenir en commun. Et maintenant, nous, oui, on est là pour ça, pour faire continuer cette dynamique-là. Et nous, on est rassurés parce que les gens, ils nous disent oui, enfin, on va pouvoir continuer, il reste une bataille à faire. Et souvent, on a aussi cette petite phrase qui nous donne encore de l'espoir. Vous êtes la vraie gauche aujourd'hui. Bien, alors la vraie gauche, c'est pas vous, Jacqueline Dubois, puisque vous êtes la candidate de République En Marche. Alors vous êtes là, pas connue, il faut bien le dire. Vous incarnez ce que l'on appelle le renouveau, voulu par Emmanuel Macron en politique. Au fond, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas ? Eh bien, en septembre 2016, j'ai rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron parce qu'il portait une vision qui était très importante à mes yeux, le renouvellement et la moralisation de la vie politique, le dépassement des clivages de gauche et de droite, la recherche de l'efficacité pour l'entreprise et la protection des plus fragiles.
Donc c'est tout naturellement que je me suis engagée derrière lui et que ensuite je l'ai soutenu pendant sa campagne présidentielle. Alors Benjamin Delrieux, vous m'entendez? Vous êtes le successeur désigné de Germinal Peiro, qui, je rappelle, avait été élu au premier tour de cette législative en 2012. Vous êtes donc le candidat du Parti socialiste. Depuis, si on regarde les chiffres de la présidentielle dans ce département, comme dans cette circonscription, le Parti socialiste est en dessous des 7%. Alors où est-ce qu'ils sont passés, au fond, ces socialistes, monsieur Delrieux? Beaucoup de socialistes sont partis à la fois chez Emmanuel Macron et à la fois chez Jean-Luc Mélenchon pour une dynamique du vote utile, pour éviter que l'on se retrouve avec un second tour entre Fillon et Marine Le Pen. Moi, je pense que très rapidement, les électeurs socialistes qui ont choisi ce vote utile vont revenir chez eux, vont revenir dans notre famille politique. Et cette élection législative reste avant tout, même s'il y a une part de considération nationale, une élection locale. Et nous le mesurons chaque jour sur le terrain. Si je suis d'ailleurs aujourd'hui en duplex à Périgueux, c'est parce que j'avais pris des engagements de campagne tout au long de la journée sur la 4e circonscription. Émilie Chalard, quand on entend M. Delrieux dire les socialistes, ils vont revenir chez nous, ils sont partis chez vous, qu'est-ce que vous lui répondez? Et qu'aujourd'hui, de toute façon, les gens, s'ils ont voté pour nous, c'est parce que ça a été un vote de conviction actuellement. De toute façon, voilà, sur le terrain, on le voit, ils sont là, vous avez un vrai programme, on s'y retrouve. Le PS, il n'existe plus, c'est pas le vrai PS d'avant. Voilà, il ne reste plus qu'une force, ici, c'est la France insoumise. Alors, Jean-Jacques de Peretti, vous aviez été candidat, vous aviez fait votre campagne sur la défense de la ruralité. Est-ce que c'est une thématique qui est toujours valable aujourd'hui? On parle de cette fracture territoriale. Qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette fracture? Quel est, au fond, votre regard? Ma démarche, elle est simple. François Hollande avait prévu 3 piliers à la réforme du territoire. Premier pilier, ça a été fait, métropole et région. Deuxième pilier, c'était la répartition des compétences entre les départements, les régions, l'État et les communautés de communes. Le troisième pilier devait reconnaître politiquement l'espace rural. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette reconnaissance politique de l'espace rural et celle-ci doit se faire à partir d'un certain nombre de critères. La continuité des soins, par exemple, la mobilité, la fracture numérique, la carte scolaire. Il faut revoir la loi NOTRe, vous parliez de cette... Il faut la revoir, cette loi? Bien sûr, mais attendez, ça fait des mois et des mois. Ici, il suffisait d'un simple amendement pour la corriger, que ce soit la loi NOTRe ou la loi Allure. Je veux dire, partout, dans toutes les communes où je suis passé, avec ma suppléante Cécile Dulon, puisque nous avons fait toutes les communes, il n'y a pas une commune où il n'y a pas un obstacle qui est provoqué par la loi Allure et la loi NOTRe. Et c'est le bon sens. Il faut savoir que quand vous avez une maison qui est bâtie, vous avez une grange, vous ne pouvez pas réhabiliter la grange pour en faire une maison d'habitation, que ce soit les enfants. Si elle n'est pas accolée, que propose l'État, l'administration, la DDT, c'est de faire un tunnel pour qu'elle soit accolée. Donc tout ceci est ridicule, il faut revenir à un peu de bon sens, et c'est pour ça que dans le mouvement de réforme, il y a bien sûr les réformes, les grandes lois nationales, mais il va falloir qu'elles pénètrent sur le territoire, qu'elles pénètrent sur notre ruralité qui est très diverse. On a déjà cette approche-là avec la loi sur le littoral, avec la loi sur la montagne, mais là, il va falloir être extrêmement minutieux pour faire remonter non pas les attentes du terrain, mais les réalités du terrain. Alors, Mme Dubois, il ne vous a pas échappé donc M. de Peretti avait parrainé Emmanuel Macron, ce qui vous lie en quelque sorte un peu, ou pas du tout, d'ailleurs? Non, il n'y a pas de lien à faire. Moi, je suis la candidate investie par La République En Marche. Emmanuel Macron et son équipe m'ont donné leur confiance de cette façon. Alors, on parle de cette fracture territoriale. Vous avez entendu Jean-Jacques de Peretti. Cette loi NOTRe, elle pèse beaucoup et elle pèse aussi sur les petites communes. Est-ce que, alors, vous allez nous donner votre analyse un peu de cette circonscription. Qu'est-ce que, au fond, sur cette fracture territoriale, qu'est-ce que vous amenez, vous, dans le débat? Bien, dans le programme d'Emmanuel Macron, il a été clairement dit qu'il fallait arrêter de faire une loi commune pour l'ensemble du territoire. Il fallait séparer les espaces ruraux des espaces citadins. Donc, moi, je vais aussi agir dans ce sens-là. Je suis allée aussi à la rencontre des élus du territoire, des élus des petites communes. J'ai entendu aussi leurs problématiques et je serai, si je suis élue, leur représentante. Je veux porter la voix des citoyens et des élus à l'Assemblée. Jérôme Perra, on parle beaucoup de cette fracture des territoires. Vous êtes dans une circonscription où la ruralité pèse. Alors on verra pour diverses raisons. Qu'est-ce que vous donnez comme réponse? Vous avez 2 ou 3 grandes priorités. Bien sûr, c'est ce que nous disent tous les maires quand on passe les voir et leurs élus et leurs administrés.
il y a eu une série de lois, on a cité la loi Allure, la loi NOTRe, la loi sur la transition énergétique, la manière de considérer les effectifs scolaires. On nous annonce que dans les quartiers difficiles, on va pouvoir descendre jusqu'à 12 élèves par classe. Pourquoi nous n'aurions pas aussi des spécificités? Il existe effectivement des lois montagne, des lois littorales, il existe systématiquement des plans banlieue. Mais nous avons besoin d'un plan ruralité. Ce que je propose, c'est que toutes ces lois soient revues. Il n'y a pas besoin de beaucoup les réécrire. Il y a besoin qu'elles aient de la souplesse dans leur application en milieu rural. Jean-Jacques a cité tout à l'heure les problèmes en matière de constructibilité, mais on en a à tous les niveaux. On ne peut plus aujourd'hui brûler les déchets verts dans son champ, alors quand on est en pleine campagne. C'est une loi qui se comprend pour les zones périurbaines, c'est une loi qui n'a aucun sens en milieu rural. Ce qui s'est passé avec la loi NOTRe, dont il ne faut pas oublier qu'elle a été votée par un consensus, la quasi-unanimité des groupes politiques. C'est une loi de victoire des urbains et des métropolitains contre les ruraux. Et aujourd'hui, il faut que les ruraux soient représentés à l'Assemblée nationale par des gens qui puissent immédiatement travailler à réformer ces textes, à se grouper avec d'autres, et sans doute de manière totalement transpartisane, parce que les ruraux, on va finir par se compter. Et moi, je suis pour qu'on se compte. Je suis même pour la création d'une commission de la ruralité à l'Assemblée nationale, qui n'existe pas. Il y a une commission du développement durable. Je pense qu'il pourrait y avoir parfaitement une commission de la ruralité. Donc, Émilie Chalard, sur cette question de la fracture territoriale, qui est une question fondamentale. On entend souvent dans les territoires, on est un peu les abandonnés de la politique. Qu'est-ce que vous proposez? Alors oui, actuellement, on voit que la politique, elle privilégie beaucoup les métropoles. Et notamment avec la loi NOTRe, on le voit, il y a une volonté de tout centraliser en grande métropole. Et donc, on abandonne nos services publics en campagne. Et bien sûr, ça se reflète dans notre campagne à nous, sur la 4e circonscription notamment. Il y a des services publics qui sont en danger, qui sont menacés de fermeture, notamment la maternité de Sarlat. Mais ce que vous proposez, vous, c'est le service public. Qu'est-ce qu'il y a comme proposition? Parce que c'est vrai que sur les programmes de la France Insoumise, on ne voit pas trop, au fond, ce que vous proposez. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que nous, on veut recréer un maillage de territoire. Parce que les services publics, du coup, il y a un isolement des personnes âgées. Ça implique aussi l'éloignement des services publics. Donc, il faut refaire une distance sur notre territoire. Et nous, par exemple, on veut recréer des centres de santé pour que les personnes qu'il y ait un accès plus égalitaire aux services publics. Benjamin Delrieux, la question vaut aussi pour vous sur cette fracture territoriale. Vous vivez évidemment sur votre territoire. Vous êtes aussi, je précise, conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous êtes au fond un des représentants de cette nouvelle loi NOTRe. Vous la ressentez, cette fracture territoriale sur le terrain? Qu'est-ce que vous pouvez y répondre? Comment vous pouvez y répondre, pardon? J'ai fini hier soir le tour des 184 communes de notre circonscription. Et j'ai mesuré à quel point la ruralité était le dénominateur commun, que l'on soit à Hautefort ou à Villefranche-du-Périgord. Et lutter contre la fracture territoriale, bien entendu, c'est miser sur plus de services publics, sur des services publics plus efficaces. C'est miser aussi sur l'arrivée du très haut débit qui va venir irriguer l'ensemble de notre circonscription et qui sera un moyen de lutter contre la fracture territoriale. Sur le très haut débit, tout le monde est d'accord, M. Delrieux. Il n'y a pas de débat là. Non, mais c'est un sujet important qui va à la fois venir transformer notre économie, transformer l'économie de notre territoire, transformer notre rapport aux services publics et qui aura une incidence sur la vie de nos administrés. Et ça va permettre de lutter en partie contre la fracture territoriale. Monsieur Delrieux, sur le numérique, c'est quand même une question essentielle. Est-ce qu'il faut que justement l'État se prenne en charge cette question? Parce qu'on sait très bien que sur les zones un peu où c'est pas très intéressant pour les privés d'intervenir, on les voit pas arriver, ils investissent pas. Est-ce qu'il faut que ça soit l'État qui prenne en charge ce dossier? Mais l'État le fait déjà par le plan France Très Haut Débit, qui représente un plan de 160 millions d'euros pour notre département. Et aujourd'hui, il y a déjà sur notre territoire des trancheuses qui sont en train de déployer la fibre sur notre circonscription. Et ça va être une révolution pour notre territoire. Oui. À quel horizon, Benjamin? 2025. Nous voulons accélérer justement le déploiement du numérique sur notre territoire. Oui, mais vous voulez aussi supprimer 150 000 fonctionnaires. Attendez, on va laisser répondre. Et ça aura une incidence sur notre territoire. Oui, allez-y, oui, écoute, Benjamin, sur le numérique, il y a une proposition très claire dans le projet Macron qui consiste à dire « je donne 18 mois aux opérateurs pour régler le problème de la ruralité ». Pourquoi ?
parce que d'abord les opérateurs se sont concentrés sur les grandes villes, où il y avait beaucoup de clients, et puis nous, ils nous ont dit on verra. Maintenant, la fibre qui est installée en Dordogne, c'est très bien, mais le problème, c'est pas la fibre, c'est l'irrigation pour monter en haut débit, même pas en très haut débit, c'est l'irrigation par les fils de cuivre, tu le sais très bien, et c'est ça qui coûte cher. La fibre, elle s'est installée, mais il faut qu'on ait des connexions qui soient correctes. Madame Dubois, mais les opérateurs ne le feront pas pour les programmes. Oui, une réponse brève, s'il vous plaît, Benjamin Delrieux. Les opérateurs ont montré depuis des années que les zones rurales n'étaient pas prioritaires, et en 18 mois, ils ne le feront pas. Donc c'est à l'État de le faire. Donc c'est une proposition d'Emmanuel Macron de le faire prendre en charge par l'État, parce qu'il est inadmissible que nous continuions à rester à attendre pendant des années. Comment voulez-vous faire venir des entreprises nouvelles? Comment voulez-vous maintenir certaines entreprises? J'ai entendu, moi, dire, pendant que je faisais aussi la campagne dans les zones rurales, qu'une entreprise qui emploie 100 employés dans notre circonscription, si elle n'a pas l'amélioration du débit numérique l'an prochain, va déménager à côté de Bordeaux. Je n'ai pas son nom. D'accord. Monsieur Perra, c'est un problème très prégnant dans les zones rurales, celui du numérique. Vous avez entendu tout le monde s'exprimer. Là, il n'y a pas de débat au fond sur cette question. Tout le monde est à peu près d'accord. Je ne suis pas sûr, bien sûr qu'on est tous d'accord. Après, c'est sur la manière. Rien que chez nous, en Dordogne, malheureusement, il y a eu un très grand retard qui a été pris par une guéguerre imbécile de l'ancien président du conseil départemental qui n'a pas voulu qu'un opérateur, le SDE pour le nommer, mette en œuvre ce qu'il voulait faire il y a déjà 3 ou 4 ans. Et deux ans de retard ont été pris. Donc je pense que personne ne peut se réclamer des chiffres et du plan qui est actuellement déployé. C'est à minima ce qu'il fallait faire. Après, je ne suis pas sûr que parce que ce soit une des fiches du grand Manitou Macron, que ça va se faire en 18 mois. Effectivement, je crois qu'il faudra beaucoup de volonté politique de tout le monde, des conseils départementaux et des sociétés économiques qu'ils ont créées, de la région, dont on peut attendre quand même qu'elle soit un très grand opérateur en la matière, effectivement, parce qu'elle a la responsabilité de l'implantation économique, et la région doit se bouger, et se bouger beaucoup plus. Et naturellement, l'État doit accompagner. Mais je pense que c'est le devoir de l'État aussi de regarder, et pour moi ce sera un devoir des parlementaires, que de contrôler la manière dont sont dépensés les crédits départementaux et régionaux en matière d'équipements numériques et de très haut débit. Alors, Émile Chalard, vous avez... Oui. Non, simplement, là, c'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'on va mettre la région, le département, l'État, les députés, etc. Il faut avoir une volonté politique. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est la responsabilité des opérateurs. Il y a 18 mois, s'ils ne le font pas, l'État s'en chargera et leur enverra la facture. Non. Donc vous faites c'est une vraie campagne d'Emmanuel Macron, là. Bien sûr, je le soutiens. C'est la campagne de Jean-Jacques. Pardon, on a une vraie divergence là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas donner à Emmanuel Macron un blanc-seing là-dessus. Il y a des grandes failles dans son programme. Il y en a sur, on en parlera peut-être sur la CSG et son programme fiscal. Et là-dessus, 18 mois à faire confiance aux opérateurs, c'est 18 mois perdus. Donc je pense qu'il faut tout de suite, et ce n'est pas une honte en France que d'avoir à faire travailler ensemble et l'État et la région et le département. Ce ne serait pas la première fois. Je pense qu'il faut... On a fait confiance à Édouard Philippe avec lequel nous avons travaillé avec Alain Juppé pour faire les choses, et il ne se laissera pas marcher. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'étaler ce que chacun a pu écrire comme rapport ou ce qu'il a fait comme travail dans le passé. Je pense qu'il faut que ça soit une urgence. Très bien, on a bien compris. Émile Chalard, vous avez abordé tout à l'heure la question des services publics. C'est aussi une question fondamentale dans ces territoires où les services publics ne sont plus là, on les ferme. Il y a un dossier emblématique qui est celui de la maternité de l'hôpital de Sarlat. Qu'est-ce qu'il faut faire sur ce dossier, Émile Chalard? Je pense tout d'abord que la santé, ce n'est pas une marchandise. Les gens, ils sont obligés de faire... Si la maternité ferme, ils sont obligés de faire 1 heure de voiture pour aller à la maternité de Périgueux, celle qui est la plus proche de notre circonscription. Et donc, ça implique quoi? Ça implique à programmer la maternité, un accouchement. Parce qu'il y a moins de bébés, c'est pour ça qu'on justifie la fermeture, c'est ça. Mais une maternité, c'est pas un chiffre. Enfin, les femmes, c'est pas des machines qu'on programme. C'est quelque chose de naturel. Et donc, nous, on a été à l'encontre justement des personnels. J'ai été allée voir, je les ai écoutés. Et donc ça fait partie justement des problématiques qui me tiennent à cœur. Et en plus c'est quelque chose qu'on met en avant justement dans notre programme, la santé. Et donc actuellement la solution, nous en tant que députés, on n'a pas... Il faut dire un député, ça sert quoi? Ça sert à voter des lois. Bon. Nous, on veut être un député de proximité.
On veut aider les personnes, on veut aider les problématiques, on veut les soutenir. Donc vous voulez faire remonter ces problématiques à l'Assemblée pour voter des lois. Oui. Et irriguer les territoires des services publics. Monsieur Delrieux, vous m'entendez? Sur les services publics, c'est une question qui est évidemment fondamentale. Vous êtes aussi dépositaire d'une politique, celle du Parti socialiste, qui est le parti qui était au gouvernement et qui a, au fond, un peu laissé aussi partir ses services publics. Nous avons rétabli des postes dans la fonction publique, là où les gouvernements de droite successifs en avaient beaucoup supprimé, notamment dans l'éducation nationale. Sur la question du service public, c'est très clair. Je serai demain un député de combat. Parce que si nous voulons donner aux enfants qui grandissent dans notre circonscription les mêmes chances que ceux qui grandissent dans les métropoles, il faut des services publics. La maternité de Sarlat en est un exemple. Aujourd'hui, l'attractivité de notre territoire repose sur le fait que l'on a un hôpital et une maternité. On accueille l'été plusieurs millions de touristes et on a besoin d'avoir une maternité et un hôpital dignes de ce nom. Et moi, je voudrais rappeler quand même que le candidat des Républicains est pour la suppression de 500 000 fonctionnaires et la candidate d'Emmanuel Macron pour 150 000. On ne peut pas vouloir défendre les services publics et supprimer des postes de fonctionnaires. Alors on va demander justement la réponse à Jacqueline Dubois sur cette question, suppression des fonctionnaires. En même temps, aucune suppression dans le domaine de la santé, par exemple. Ce sera la responsabilité. Et dans l'éducation nationale, et dans la sécurité, la justice. Ni dans la santé, ni dans l'éducation nationale, ni dans la sécurité. Alors les 120 000, vous les prenez où? Alors justement, Emmanuel Macron fait confiance aux collectivités, fait confiance aux administrations pour repérer quels sont les endroits où des postes pourront être supprimés ou transformés grâce à l'amélioration des services numériques dans l'administration, par exemple. Alors, juste pour être plus précis sur cette question de l'hôpital de Sarlat, qui est une question prégnante, si vous êtes élu député de cette circonscription, qu'est-ce que vous allez faire sur ce dossier précis? Est-ce que vous vous engagez? Alors, comme les autres candidats, j'ai rencontré aussi les sages-femmes de la maternité de Sarlat. Nous sommes bien comprises. Je partage le même point de vue qu'Émilie sur ce sujet. Il est indispensable que les femmes puissent accoucher près de chez elles et qu'il n'y ait pas de programmation systématique des accouchements, excepté dans des cas de gros dangers, peut-être pour la mère ou pour l'enfant. Moi, je me suis engagée à aller rencontrer la ministre, à demander un rendez-vous à la ministre en me faisant accompagner d'une des sages-femmes. Je pense que si je suis élue députée, en tant que députée de la majorité présidentielle, j'aurai des chances d'être entendue. Jérôme Perra, vous avez entendu M. Delrieux vous reprocher de vouloir supprimer 500 000, enfin vous, en tous les cas, le programme des Républicains, de supprimer 500 000 fonctionnaires en même temps, donc de ne pas pouvoir prétendre maintenir les services publics. Je ne vais pas me laisser coller un programme avec une étiquette, parce que dans ce cas-là, les 5 ans dont on vient de sortir, les 5 ans dont on vient de sortir, tu l'as demandé l'étiquette. Ah mais je l'ai demandé et moi je l'ai obtenu. C'est pour ça. En matière d'étiquette ratée, Jean-Jacques, je pense que tu es effectivement un champion. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Un SPF, sans parti fixe. Mais ça ne t'autorise pas forcément à m'interdire de parler. Il y a bien sûr qu'il ne faut pas supprimer ces fonctionnaires-là, et de manière générale sur les services publics, et en particulier sur la maternité de Sarlat. Il y a une urgence, effectivement, pour le député qui sera élu le 18 juin au soir, à réunir, et je le ferai, à réunir d'urgence et le maire de Sarlat, puisque j'espère qu'il sera toujours maire de Sarlat, et le président du conseil départemental, parce que la maternité a un risque de fermeture imminent. Non, c'est totalement faux. Et il faut arrêter de diffuser des fausses nouvelles comme ça sur un sujet que tu ne connais pas, sur un dossier que tu n'as pas ouvert. On ne t'a même pas vu à la manifestation à l'hôpital et parler avec l'équipe. Se montre aux manifestations. Le problème, c'est de savoir quelle solution on peut proposer lorsqu'on est député au niveau national. Bon, écoute, ça, j'aimerais bien avoir ta réponse. Alors, ma réponse au niveau local, elle ne sera pas nationale. N'essaye pas d'éviter le débat. C'est un débat que tu laisses pourrir depuis des mois. Enfin, c'est scandaleux. Mon pauvre Jérôme, je préside depuis 25 ans le conseil d'administration de l'hôpital de Sarlat. L'hôpital de Sarlat est toujours là. La maternité est toujours là, elle est fantastique. Et le fait de dire qu'elle est en danger, tu fais fuir des Sarladaises qui peuvent prendre peur. Aujourd'hui, il faut faire... C'est un discours totalement irresponsable. Est-ce que vous permettez que je parle? Merci beaucoup. Jean-Jacques a l'habitude de couper et de prendre la parole, mais là, aujourd'hui, il y arrive. Oui, mais j'arrive à l'heure. La maternité est en danger, je le répète. Le rapport
de l'autorité de santé qui le précise est en ligne sur le site de l'autorité de santé. Je l'ai vu et je l'ai lu. Vous engagez, si vous étiez élu, à maintenir cette dans le détail, il y a un sur certain place. nombre de travaux à faire. Il faut notamment que le service des urgences soit au même étage pour entrer dans le détail d'un dossier que j'ai ouvert, que j'ai lu. Non, et ça c'est il y a par ailleurs... On ne va pas continuer sur il y a cette par polémique. Non, mais simplement, je peux il y a- vous donner une bonne nouvelle. Il y a, Une seconde, il y a il va par finir. ailleurs un recrutement d'obstétriciens qui est en cours et qui apparemment a du mal à se faire. Voilà les deux grands sujets de la maternité. Je ne dis pas qu'elle va fermer demain, je ne cherche pas à faire peur à personne, au contraire j'incite les Sarladaises et les femmes du Périgord à y venir. Vous avez Mais un temps de parole qui il y a- dépasse il y a largement ceux de un vos danger, il faut tous candidats. se mobiliser. Monsieur Le Pelletier, en deux mots pour terminer sur ce dossier. J'ai toujours refusé à ce qu'on prenne l'hôpital ou la maternité en otage dans des discussions politiques. L'information que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que un nouvel obstétricien a été recruté à Périgueux et que le problème, Il met du pour temps, l'instant... Stop. Permet- Vous êtes en avance tous les deux. S'il vous plaît. Tu devrais Il faut savoir- conclure, Monsieur Le Pelletier, vous êtes en avance. Non, simplement. Tu devrais savoir qu'en convention hospitalière, communique tu pas. devrais Bon. savoir qu'on a une convention hospitalière avec Périgueux et qu'un obstétricien qui est recruté, l'est également pour Sarlat. On va passer à Il un faut autre travailler dossier. un tout petit peu. Mais quand il est répondu, Elle est belle, la politique. quand il est répondu par l'administration de l'hôpital que les infirmières doivent chercher Monsieur elles-mêmes, Perra, Mais non, il y a une règle. je pense qu'on se moque du Il y a une règle, c'est de respecter à la fois respectez-moi. et ceux qui sont aussi sur ce plateau qui ont même vous temps en de parole, même temps de parole que Je vous vous. en prie. Madame Dubois, sur la question du tourisme, c'est une région éminemment touristique que celle que vous représentez et la circonscription de Sarlat en particulier. Sur ce dossier-là, qu'est-ce que vous amenez sur la table? J'aurais aimé d'abord m'exprimer, il faut vite non pas conclure sur avec ça. l'hôpital, mais simplement dire que sur les différentes problématiques de notre département et en particulier de notre circonscription, je pense moi qu'il faut vraiment mettre en avant la proximité et qu'on ait un indicateur de proximité en zone rurale. Et c'est ce qui pourrait permettre à la fois de maintenir les écoles rurales ouvertes, de maintenir les services hospitaliers et les maternités ouverts, de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs, de favoriser le local au niveau alimentaire. Enfin, il y a des tas de solutions et même un indice qui pourrait permettre, en ajoutant une norme environnementale, de favoriser l'accès au marché public pour les entreprises locales. Il nous reste 3-4 minutes. Je voudrais qu'on aborde quand même cette question du tourisme. Émilie Chalard, qui est une question quand même essentielle, enfin, pas seulement là, mais quand même qui est concernante pour cette circonscription. Comment vous voyez l'avenir du tourisme dans la circonscription? Qu'est-ce que vous y amenez? Alors le tourisme, il faut savoir que ça représente quand même 40% de l'activité sur le territoire. Ce qu'il faudrait faire, notre idée, c'est d'étaler les périodes de tourisme notamment en période d'hiver. Donc cela impliquerait de faire des rénovations et ça ferait tourner l'emploi dans notre petite entreprise du bâtiment. Oui. Et puis, vous avez d'autres pistes? Oh non, ça serait... Bon. Monsieur Delrieux, vous êtes en retard, donc on va revenir vers vous à Périgueux sur cette question du tourisme. Même question, au fond. Quel est votre engagement sur ce domaine-là? Le tourisme, comme beaucoup de secteurs de l'activité économique de notre circonscription, doit être au cœur de nos préoccupations. Le tourisme est le premier pan de l'économie de notre département aux côtés de l'agriculture. La première des choses qu'il faut faire, c'est rallonger la saison touristique. Il faut ensuite que l'on puisse prendre en compte la question des saisonniers qui sont au cœur de nos politiques touristiques. Il faut qu'on puisse à la fois leur assurer un statut social qui les protège et qu'on puisse à la fois leur faciliter le reste de l'année où ils ne trouvent pas d'activité professionnelle. Et après, nous devons miser, bien entendu, sur ce qui fait la force de notre département, c'est-à-dire l'agrotourisme, parce que nous avons une agriculture de qualité, nous avons des filières agricoles emblématiques, et aussi sur le tourisme vert. Nous sommes un des plus beaux départements de France, avec deux magnifiques vallées, la vallée de la Vézère et la vallée de la Dordogne, où nous pouvons miser sur le tourisme vert, car nous avons des écosystèmes, car nous avons un environnement extrêmement protégé, et c'est une force pour nous d'avoir à la fois ce patrimoine préhistorique et historique, et ce patrimoine environnemental. Madame Dubois, en deux mots sur cette question du tourisme. Bien, je pense qu'il faut réfléchir avec l'ensemble des acteurs à la manière d'allonger cette saison et d'enrichir cette basse saison touristique. Alors, des pistes, des congrès, du tourisme culturel, l'agrotourisme, je suis d'accord tout à fait avec M. Delrieux, aussi une montée en gamme et s'inspirer peut-être aussi de l'ASCO et de l'impact que cet événement, cette ouverture a eu sur notre département.
On est à peu près équitable sur les temps de parole. Il nous reste peu de temps. Je vais vous donner à chacun d'entre vous une sorte de carte blanche. Un petit tour de table. Je vais vous demander de respecter un peu les temps, 45 secondes, pas plus, pour que vous nous disiez au fond quelle serait, si vous étiez élu de cette circonscription, quelle serait votre première action. On commence par vous, Monsieur Delpera. Monsieur Perra. Ça suffira. C'est un rapport avec un... Bon, allez-y. Ma première action sera naturellement de mettre en œuvre toutes les mesures dont j'ai parlé sur la défense de la ruralité. On n'a pas parlé ici des filières agricoles et agroalimentaires qui sont très fragilisées. Il a été très bien parlé du tourisme, je n'y reviens pas, même si c'est un sujet que je connais bien. Ces filières agroalimentaires, on doit renégocier dans la PAC et revoir le droit de la concurrence européen pour que la France ait le droit d'intervenir sur un système de garantie et de stabilité des prix payés aux producteurs par les centrales d'achat. Très bien. Madame Chalard, même question. Eh bien, si nous avons une majorité insoumise à l'Assemblée, mais tout d'abord, je mettrai en application notre programme L'Avenir en commun, évidemment. Et bien sûr, me concentrer sur les problématiques qui touchent le plus de notre circonscription, comme l'incendie qui a menacé les écoles. Donc aussi cette idée de faire des cantines bio, parce que la santé de nos enfants est quand même plus importante. Et ça ferait émerger notre production locale, l'agriculture qui est aussi très présente sur notre territoire. Et bien sûr, c'est dommage, je regrette qu'il n'a pas parlé de culture aussi. Allez, en 2 mots, vous avez 10 secondes sur le... Parce que nous avons aussi sur le territoire, c'est un territoire très culturiste, notamment avec les grottes de Lascaux. Nous avons aussi énormément d'artistes locaux, donc qui sont en difficulté, qui sont en situation de précaire. Et donc je pense aussi qu'il y a une volonté de voir les aider. Bien, merci. Benjamin Delrieux, même question pour vous. Sur 45 secondes, si vous étiez élu député, quelle serait votre première grande mesure, votre première action ? J'aurais 3 premières priorités. La première, c'est lutter contre la désertification médicale, qui est un vrai fléau pour notre territoire. Des zones entières de notre circonscription sont dépourvues de médecins généralistes et n'ont pas accès aux soins. La deuxième de mes priorités, c'est la défense de l'agriculture, de notre agriculture, parce que c'est un élément structurant pour le Périgord, pour la 4e circonscription. À la fois, comment retrouver de la compétitivité pour nos exploitations en misant sur l'autonomie de nos exploitations agricoles. Et la 3e de mes priorités sera la protection de l'environnement. À l'heure où les États-Unis quittent les accords de Paris, quittent ce progrès environnemental magnifique qui a été obtenu récemment, c'est un signe très fort envoyé à l'ensemble de la planète où la première puissance mondiale ne se soucie plus de la protection de l'environnement. Donc je déposerai dès mon élection une proposition de loi pour créer dans le code pénal le statut d'écocide. Merci Benjamin Delrieux, et je précise que vous étiez en duplex depuis Périgueux. Monsieur de Peretti, un mot pour conclure aussi. Les 4 orientations. C'est la continuité des soins, c'est une visibilité sur nos écoles au moins à 3 ou 5 ans, qu'on ne vienne pas ici parce qu'il nous manque 3 ou 4 élèves, qu'on ne vienne pas supprimer une classe alors qu'on a investi dans des RPI. C'est bien sûr la mobilité. Trouve-t-on normal que Sarlat-Bordeaux soit encore à peu près à 3 heures en train, et alors que Bordeaux-Paris va être à 2 heures. Donc il y a une marche là qu'on a loupée. Et puis il y a bien sûr aussi... la manière dont vont se faire les choses. On a un problème en France, c'est de mesurer l'impact des textes nationaux et horizontaux qu'on prend au niveau national. Et la première chose que je ferai, si je suis élu député, c'est j'irai m'inscrire à la commission des lois, parce qu'après 10 ans passés au Conseil d'État, je crois que j'ai une certaine expertise dans une assemblée qui sera profondément renouvelée et dans laquelle je n'ai passé que 2 ans. Jacqueline Dubois. Eh bien, ma priorité sera d'être une élue qui porte la voix des citoyens à l'Assemblée nationale. Je veux vraiment représenter, continuer. Je suis allée à leur rencontre depuis 6 mois en faisant la campagne d'Emmanuel Macron, puis en faisant la mienne. Je les ai entendus, je veux continuer à être à leur côté, je veux porter leur voix, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient maires d'une commune, qu'ils soient un simple citoyen, qu'ils soient commerçants. Je veux être là pour les représenter et défendre des dossiers qui sont très urgents, très importants également. Et je pense qu'en tant qu'élu de la majorité, j'aurai un poids et que je pourrais agir vraiment et servir mon pays. Merci en tout cas à tous les 4. Merci à M. Delrieux d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que le premier tour aura lieu le 11 juin. Vous avez pu défendre chacun votre engagement. On a bien entendu, ce qui permet sans doute, on l'espère en tout cas, aux téléspectateurs de distinguer votre engagement sur cette circonscription. Merci de votre fidélité à France 3.